Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine directement à la suite de la vidéo de la semaine dernière où j'avais commencé sur cet Amiga 2000 à restaurer toute la couleur de la pile. Donc comme vous voyez, le processeur est propre, j'ai toujours la ROM de diagnostic, j'ai refait quelques pistes ici et j'avais pas de clavier, donc j'avais tracé le schéma pour arriver à un réseau de résistance ici qui semble défectueux. Donc on va directement s'attaquer à le remplacer parce que ça y est, j'ai reçu un réseau de résistance qui devrait être bien mieux que celui qui est dans la machine. Donc c'est bien un 10 kg. Il n'y a pas de souci, c'est bien un 10 pins. J'ai réussi à retrouver des anciens composants. Il a d'ailleurs la même tête que les autres. Donc il y aura un peu plus de rouge là-bas. Donc sans plus tarder, eh ben, on va s'attaquer à ça. Je vais démonter le pack de résistance qui est sur la machine. Et ça nous permettra de le tester hors circuit. Et de mettre le neuf de toute façon. Parce que je pense vraiment qu'il a un gros défaut ce pack de résistance. Donc allons-y. Donc nous y sommes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par recharger les soudures. Il est là, je l'ai marqué avec un petit peu de graphite. Et je vais remettre un peu de soudure dessus avant de prendre la pompe. Voilà, j'ai utilisé de la soudure au plomb, comme ça, ce sera plus facile à fondre. Maintenant, je vais faire chauffer la pompe à dessouder, puis bah, on va essayer d'avoir ces soudures. Donc des soudons. Je vais couper là parce que, comme vous le voyez, ça fume beaucoup. Je me suis pas rendu compte quand j'ai dessoudé que ma pompe était beaucoup trop chaude. Donc j'ai fait des dégâts sur la carte mère. Donc eh bien, je vous retrouve dans un petit moment, une fois que j'ai réglé un peu tout le massacre que j'ai fait. On se retrouve quelques jours plus tard et voilà, le pack de résistance là est changé. Moi je dirais faites pas comme moi, vérifiez bien vos outils avant parce que j'ai fait du dégât avec ma pompe qui était à 450 degrés au lieu de 300 et donc j'ai arraché un pad dessous, j'ai été obligé de faire un petit correctif pour ce pad. Donc voilà, donc voici l'ancienne qui est là et puis la nouvelle qui est là-bas. Donc j'ai fini par le dessouder proprement en mettant du Keptan sur le bord du socket du CIA et sur la puce à côté pour pouvoir le chauffer par en dessus et l'enlever en toute sécurité. Et j'ai remis le neuf, voilà. Bon, par contre, j'ai retesté ce pack de résistance et ben, il est bon. En fait, les mesures sur circuit me donnaient des résistances très basses, mais en fait, il est bon, mais voilà, donc il est changé. Donc, vous vous doutez bien, j'ai fait les tests et ça marche pas mieux. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai regardé encore bien le schéma et je sais que ce connecteur là, il a une ligne pour data et une ligne pour clock. Et ce sont les pins 40 pour la clock et 39 pour la data ici. Et j'ai essayé de swapper les CIA. Et j'ai le même résultat, c'est-à-dire que j'ai pas de clavier et si je le débranche et je le rebranche, ça reset la machine. Donc j'ai passé un peu plus de temps sur ce problème et je vais passer la carte mère de l'autre côté sur l'autre bureau pour la brancher sur l'oscilloscope et je vais vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai démarré l'Amiga avec l'oscilloscope et vous voyez, j'ai pas branché le clavier. Je suis sûr de mon clavier parce que sur la CDTV il fonctionnait très bien, donc je pense que ça vient pas du clavier.
Mais on a regardé sur le schéma l'autre jour et il y a un signal, il y a deux signaux, il y a le keyboard data et le keyboard clock qui sont sur les pins là-bas, comme je viens de le dire. Eh bien, on va les regarder à l'oscilloscope pour voir ce qui se passe. Donc déjà, on va regarder une pin, on va regarder ça. La pin 40 déjà pour le keyboard clock. Et on voit qu'on n'a absolument aucune clock, alors que je m'attends à en trouver une. On est en pull-up à 5 volts. Maintenant, si on regarde keyboard data. Keyboard data, on n'a rien non plus. J'avais sélectionné la pin d'à côté, donc je vais resélectionner la pin d'à côté pour que vous voyez bien que l'oscilloscope est bien réglé et qu'il peut voir les signaux. Donc sur la pin d'après, il y a du message qui transite. Mais si on revient sur keyboard clock, on n'a absolument rien. Donc c'est pas le clavier qui perturbe. J'ai vérifié ici, il n'y a rien qui met à la masse. Le pack de résistance n'est pas en cause, il a été remplacé. Donc on va continuer le schéma parce que ce keyboard clock il va sur un circuit de reset. Donc on va avancer sur ce circuit de reset et voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait empêcher ce keyboard clock de se propager. Donc sortons le schéma. Donc revenons un moment sur le schéma. Alors, moi j'ai vérifié pas mal de pins. Déjà la pin 4, donc elle est sur des condensateurs et elle est avec une pull-up résistance qui la met à 5 volts. Et j'ai bien vérifié dans le clavier, c'est bien la pin d'alimentation, elle est bien à 5 volts. J'ai vérifié toutes ces ferrites, elles sont toutes à 0, donc il n'y a pas de souci avec ces ferrites. J'ai vérifié ces trois condensateurs, ils sont à 0,7 K. Et de toute façon, ils mettent à la masse, donc même si le clock, là, le condensateur était en court-circuit, ça mettrait la clock à 0 et ça ne la mettrait pas à 5 volts. Ensuite, cette clock, donc j'ai changé ce réseau de résistance parce que j'avais des gros doutes dessus, mais en fait, il s'avère que c'est mes mesures qui étaient mauvaises. Et donc, c'est un pull-up à 5 volts, mais elles font bien 10 K. Donc, ça ne va pas forcer le signal à 5 volts. Le Aude CIA est capable de faire une clock. Maintenant, si je continue ce signal, il va à keyboard clock là. Donc c'est un peu plus haut dans le schéma. Faut que je le retrouve. Non, c'est pas encore là. Voilà. Voilà, on a le Power Fail Reset, d'où ce signal arrive. Et il arrive juste sur la pin 6 de U805. On voit que U805, il a comme pin seulement cette pin 6 qui vient de la ligne Keyboard Clock. Et il a une seconde alimentation qui se situe entre deux résistances d'un K, entre le ground et le 5 volts. Donc on doit à peu près avoir 2 volts 5 sur cette ligne-là. Donc si cette pin est forcée à 5 volts, moi je pense vraiment que c'est U805 qui serait défectueuse et qui réinjecterait la lime de la puce sur cette pin. Donc, on va regarder de près ce E805. On va vérifier qu'on a bien 2 volts 5 sur la pin 7. On peut même aussi regarder qu'on a 2 volts 5 sur la pin 5 pour le deuxième module. Et je vais vérifier que c'est bien connecté sur la pin 6. Et puis après, je pense que je vais couper cette pin pour voir si c'est pas ce circuit U805 qui poserait des problèmes avec le clavier. Donc, maintenant qu'on a vu le schéma, on va repasser sur la carte mère, puis on va faire ces petits changements. U805, c'est cette puce-là. Donc, la pin 6, c'est l'avant-dernière pin ici. Et on va vérifier qu'elle est bien connectée au CIA. Oui, ça bip, vous l'entendez pas, et on voit qu'il n'y a pas de résistance, donc c'est bien connecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la machine, puis je vais regarder les tensions qui sont sur les pins 7 et 5 ici, pour vérifier que j'ai bien 2 volts 5. Ça permettra de valider que ce réseau de résistance
il est bon, il est toujours à 1K. Et ensuite, eh bien, je vais regarder si je vais pas couper cette pin. Donc, bon, déjà, je vais démarrer la machine. Je vous reprends tout de suite. La machine est démarrée, donc vérifions un petit peu les tensions. Brochette, ma main gauche, on va éviter de faire des courts-circuits et de se mettre les mains dans la lime. Donc la pin 7, elle est là. On a bien 2 volts 15. Et si je chope la pin 5, on a 2 volts 15 aussi. Donc le réseau de résistance semble bon. Il fait bien la division de 5 volts par 2 à peu près. Donc ben, ce que je vais faire, moi, c'est que cette pin 6, si on regarde, elle est sûrement toujours à 5 volts. Ouais, 5 volts 20, c'est un peu haut pour le 5 volts. Mais on va dire que pour l'instant, c'est pas tant le problème. Donc je vais couper cette pin, je vais éteindre la machine. Et puis on va pouvoir voir si on a à nouveau une cloque sur ce signal keyboard clock. Donc coupons cette pin 6. Normalement, je devrais pour la couper. C'est cette puce là et je devrais pouvoir la ressouder de toute façon, refaire un petit point de soudure si c'est pas ça, mais déjà isolons là du circuit. Voilà, la pin est coupée, puis on va regarder si elle fait plus contact. Nope. Elle ne fait plus contact. Donc maintenant, eh ben, je vais remettre le silo, puis on va démarrer la machine et regarder si on a un signal clock. J'ai redémarré la machine et regardez-moi ça. J'ai un clavier. C'est incroyable. Alors faisons keyboard test. Oh, j'ai un clavier, mais c'est encore pas ça. Hein. Il y a encore un souci avec le clavier, mais déjà, je pense que ça fait du bien de couper cette patte. Mais ouais, si je le débranche et que je le rebranche, il se remet à marcher. Et on voit qu'il détecte bien les pressions des touches. Mais au bout d'un moment, il se met à ne plus fonctionner. Donc il y a encore un souci autour de ce clavier. Mais déjà, une chose est sûre, c'est que cette puce qui gère le keyboard reset, donc je n'ai plus de keyboard reset, hein, puisque j'ai coupé la... reset advice. Bon, en tout cas, c'est la ROM qui va resetter la machine, et c'est pas le clavier, parce que de toute façon, on a coupé le circuit keyboard reset. Bon, eh ben, ça marche un peu mieux. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commander un LM 339N et mettre un socket et remplacer cette puce. Et je vais continuer de regarder qu'est-ce qui peut faire que le buffer ne se vide pas. Et donc qu'il se mette à ne plus marcher au bout d'un moment, ce clavier. Voilà, donc je continue de regarder un petit peu. Bon. Ben, je dirais que quand on s'évertue à rester dans ses croyances qu'un clavier fonctionne et qu'on travaille sur ce postulat que ça vient pas du clavier mais de la machine et qu'on s'acharne sur ce postulat, eh bien on se met droit dans le mur. J'ai fini par voir, je vous montre un tout petit morceau de vidéo, que certaines fois quand je démarrais la machine, j'avais la LED Caps Lock sur le clavier du 2000 qui clignote, ce qui signifie que le clavier est en erreur, donc c'est forcément pour ça qu'il ne marche pas. J'ai été chercher mon clavier de 3000 qui est pin compatible et bon, ben il n'y a pas trop de difficultés à voir que ce clavier marche beaucoup mieux. Je peux le laisser brancher, je peux faire tout ce que je veux
ce clavier fonctionne. Et j'en ai profité pour ressouder la petite pin que j'avais coupée tout à l'heure, qui me fournit bien entendu maintenant le reset. Et ça fonctionne tout. Donc voilà, je me suis laissé entraîner sur une fausse route. C'est bien mon clavier qui est en panne. Je ne sais pas pourquoi il marche sur le CDTV et pas sur le 2000, mais c'est bien un problème de clavier. Il a dû tomber en panne depuis. Donc on verra ça une autre fois, réparer ce clavier. Il semble me dire qu'en clignotant une fois, c'est la ROM du clavier. Mais bon, ça, je sais pas. Je regarderai ça. Sans faire de postulat trop fort sur ce que je crois. Parce que là, je suis parti sur une mauvaise route. Donc on a un Amiga 2000 fonctionnel. Et il détecte même ce lecteur de disquette. Donc ça devrait fonctionner. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais la changer de bureau. Et puis maintenant que j'ai une machine qui fonctionne, je vais finir de nettoyer tout ce dégât de pile. Et ensemble, on va installer une nouvelle pile pour avoir la cloque. Et on pourra remonter cet Amiga dans sa tour et s'intéresser à tous les périphériques, les lecteurs de disquettes. Donc déjà, moi, je vais remettre la carte mère sur l'autre bureau et je vais la nettoyer. Et on se retrouve une fois que la carte mère est prête à être montée. Et voilà un nettoyage de fait. Donc j'ai enlevé le condensateur pour pouvoir nettoyer tout ce qui était attaqué par la rouille. Donc maintenant on va avoir un plan de masse un peu plus propre. Donc je vais continuer. Moi déjà je vais commencer par peindre tous les plans de masse. Et ensuite, eh bien, je vais réétamer un petit peu toutes les pistes un petit peu abîmées. De toute façon, il n'y a aucun faux contact sur ces pistes qui passent ici. Ça marche très bien. Je vais quand même les réétamer et réétamer tout un tas de pistes un petit peu au-dessus par là. Et je vous montrerai le résultat fini avant de remonter cette machine fonctionnelle dans son boîtier. Donc à plus tard. Voilà l'Amiga, la carte mère terminée, je l'ai remis sur le banc. Si on s'approche de la carte mère, eh bien voilà, c'est tout réparé, c'est tout peint, ça marche bien. J'en ai profité pour mettre une carte Zorro qui est une extension mémoire de 4 mégas qui était dans la machine. Et maintenant, si on regarde l'écran, eh bien, elle a bien 5 mégas de mémoire. Et j'ai passé le test, la mémoire est bonne, donc tout est bon de ce côté. Bon, il manque toujours une cloque, donc c'est ce qu'on va faire maintenant que la carte mère est bonne. Je vais lui mettre une cloque, on va faire une légère modif à la carte mère pour mettre une pile, et on pourra regarder si la cloque fonctionne. On est revenu sur le bureau pour terminer, donc en remettant une pile à cet emplacement. Donc déjà si on regarde la connexion, on voit que cette résistance, elle est reliée ici. Donc ça c'est le plus de la batterie. Donc cette résistance c'est la résistance qui va charger la batterie. Donc cette résistance je vais l'enlever puis je vais la remplacer par une diode Schottky. Histoire de que j'ai le courant qui aille que de la batterie vers la puce d'horloge et qu'il n'y ait pas de circuit de charge qui aille recharger la batterie. La résistance est là pour charger une batterie de 3,6 V. Je vais mettre une CR2032, donc normalement j'ai nettoyé les plots, elle devrait aller comme ça. Voilà. La 2032 elle fait que 3 volts, donc il n'y a pas besoin de cette résistance. Le circuit ici supporte jusqu'à 5 volts d'entrée, donc il n'y a pas de souci. Je vais enlever la résistance et la remplacer par une diode. Et je vais fixer cette chose là. Donc je vais commencer déjà par faire sauter la résistance. Voilà, la résistance est enlevée. Et on va mettre la diode donc en la tournant bien. Le petit point noir du côté du sens où on veut faire aller le courant, donc comme ceci, de la pile vers le circuit d'horloge. Hop, normalement, elle devrait aller bien comme ça, voilà. Et cette batterie, donc, elle est démontée. Le plus étant là, je vais la souder dans ce sens-là, voilà. Donc je fais les soudures, je mets une CR2032 dedans
Et je vais en profiter aussi pour enlever la Logica. Maintenant qu'on sait que la carte mère marche, je vais lui mettre une ROM 1.3 et un lecteur de disquette. Et on va pouvoir voir si on a de l'horloge, si tout fonctionne avant de la remonter. Donc je soude tout ça et on se retrouve devant le banc. Les éléments sont soudés, donc on a notre battery holder qui est là, notre diode qui est là. J'ai rebranché basiquement la machine, mais j'ai mis un lecteur de disquette que je connais et que je sais qui fonctionne. Donc démarrons là, avec voir si le kickstart démarre. Bon, bah ça démarre vite, hein, 1.3. Alors faisons un petit essai, déjà, voir qu'est-ce que nous dit le Warbench. J'ai mis une disquette Warbench 1.3 qui est livrée pour Amiga 500, Amiga 2000, qui est bien d'époque. D'ailleurs c'est une 3428, c'est même pas une 3434. Et il nous dit qu'on est le 2 décembre 1978. Donc il est à peu près de base. Donc je vais l'éteindre et on va mettre une pile. Alors j'ai des CR2032, on va en prendre une, puis on va la mettre. Voilà, et maintenant on va leur démarrer, puis on va configurer la cloque. Ça permettra de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc il faut attendre une nouvelle fois qu'il charge le Warbench. Ah, il est démarré et on a nos 5 mégas de mémoire. Alors, lançons une shell. Alors, on va déjà définir la date. Voilà, avec la date à 2 chiffres, hein, parce qu'il ne supporte pas d'autres, puis on va lui donner l'heure. Voilà, l'heure est mise. Si on la demande, il va nous la donner. Voilà, c'est tout bon. Alors, on va la sauvegarder dans l'horloge maintenant. Voilà, normalement l'heure est sauvegardée dans l'horloge, donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est que je vous retrouve d'ici une petite heure pour vérifier si ça marche. Donc à tout de suite. J'ai pas noté l'heure, mais ça doit faire à peu près 2 heures qu'il est éteint, donc on va le redémarrer puis voir s'il est toujours à l'heure. Alors encore une fois, il faut attendre que le Warbench charge. Au moins la partie où il charge l'horloge. Voilà, c'est la commande suivante. Eh bien c'est bon, il a gardé la date, il a gardé l'heure. C'est bien la bonne heure. Donc je considère que cette carte mère, ça y est, elle est entièrement fonctionnelle.
Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais nettoyer ces lecteurs. Je vais pas vous retenir pour ça parce que bon, c'est quelque chose que j'ai fait plein de fois sur la chaîne. Je reviendrai vers vous si un de ces lecteurs pose problème et puis qu'il a besoin d'être réaligné. Dans ce cas-là, on verra ça. Mais je vais donc nettoyer les lecteurs et puis je vais la remettre dans sa boîte, dans une des boîtes la plus propre. Donc on se retrouve un peu plus tard. Et voilà un Amiga 2000 en pièces et prêt à être monté. J'ai fait les lecteurs de disquettes et je n'ai pas rencontré de problème particulier. Hein. Ils avaient besoin d'un petit nettoyage et surtout un grand graissage. Hein. Ça se voit qu'ils n'ont pas été utilisés depuis très longtemps. Par contre, le lecteur 5 pouces 1 quart qui est marqué Commodore, eh bien, il est neuf. Pour moi, il est neuf, il n'a jamais servi. Et il est vraiment impeccable, puis il marche très très bien. Le disque dur, là, j'ai eu le temps de le tester un petit peu avant de désassembler la machine. Il démarre pas, donc je pense que je regarderai ça une prochaine fois. Mais en fait, j'ai toute la machine. Comme vous voyez la partie du bas, qui avait des traces marron, en fait c'était pas de la rouille, hein, c'était vraiment du sale, donc j'ai nettoyé toute la caisse. Pour la partie du dessus, l'autre elle avait des taches de rouille, elle était piquée, donc j'ai pris la façade du deuxième Amiga 2000, donc voilà, hein, je profite de faire une belle machine avec les deux. Voilà, j'ai même nettoyé entièrement la lime et je ne l'ai pas ouverte celle-ci parce qu'elle est scellée et elle fonctionne très bien. J'ai nettoyé toutes les tôles, les nappes, tout. Donc il est prêt à être remonté. Eh bien, allons-y. Je vais remonter la machine. Et je vous retrouverai quand elle est montée. La carte mère, j'ai pas pu m'empêcher aussi. C'est pour ça qu'elle a plus de piles. C'est parce que je lui ai fait une petite douche. Elle était sale et poussiéreuse. Donc maintenant, elle est propre comme tout le reste. On se retrouve devant une machine toute propre et toute montée. Je vous retrouve avec la machine pas tout à fait toute montée. Mais je me suis intéressé au disque dur que vous voyez dans la machine là, qui ne voulait pas marcher. Donc j'ai démonté le disque dur sur son interface, j'ai enlevé la carte électronique du disque, et ensuite je suis allé lui mettre un petit peu d'huile de vaseline sur les axes qui font marcher le moteur des têtes. Et ensuite, j'ai remonté le disque et puis je l'ai laissé tourner pendant une heure et demie sur mon bureau. Et ensuite, je suis venu le réessayer dans l'Amiga. Et on va démarrer l'Amiga. Et normalement, si tout se passe bien, il va démarrer sur son disque dur. Donc cet Amiga est maintenant entièrement fonctionnel. On a tout. Voilà, c'est un peu long, hein. C'est un disque qui doit faire 20 mégas, quelque chose comme ça. Donc c'est petit ou 40 mégas, je ne sais pas exactement. Mais voilà, on est sur le Workbench. Donc je vais finir de la remonter, moi, puisqu'elle est toute fonctionnelle. Je vais remettre son capot et puis on pourra faire un petit tour, voir ce qu'il y a sur ce vieux disque, ces vieilles applications qui datent de l'époque où cette machine était utilisée. Donc à tout de suite. Et le voilà terminé et démarré. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a dessus, moi j'ai exploré un petit peu, j'ai vu des choses amusantes. Si on va faire un tour dans Tools, on a un iBB, et si on le lance, on va voir que c'est une version qui est bien d'époque. Voilà, un iBB version 2. Donc si on fait par exemple un Savage Test, il ressemble vraiment pas à la version qu'on connaît, hein, aux versions actuelles qui sont des versions 5 ou 6. Et d'ailleurs, il ne connaît pas d'autre chose que l'Amiga 2500, donc le 2000 avec la carte accélératrice, ou l'Amiga 3000. Il n'y avait pas de 1002, il n'y avait pas de 4000 de sortie. Bon, Test in Progress, c'est relativement long, hein, mine de rien, de faire les tests sur cette machine. La version actuelle fait ses tests plus rapidement.
Voilà, il a donné son résultat. Donc évidemment, on est à la performance d'un Amiga 2000. Et puis j'en ai trouvé un autre aussi, qui est dans un autre dossier. Je crois qu'il est dans Utilities. Non, il n'est pas là. Il est dans... Ça c'est PC, système. Ouais, il y a 6 infos sur... on va pouvoir voir un petit peu cette version. Voilà, 6 infos version 2.56. Il ressemble vraiment pas à celui qu'on connaît. Si on regarde les boards, eh bien, on voit qu'il a la 2091, donc qui est le disque dur. Il a la 8-up, qui est les 4 mégas de fast. Et il a la bridgeboard, qui est la carte Commodore pour le PC. Et si on fait un speed, bon, on va pas avoir quelque chose de miraculeux. On va avoir encore une fois, comme dans AIBB, la performance d'un Amiga 2000. Et ce qui est bien, c'est qu'il différencie les mémoires 16 bits et 32 bits, comme on le voit en haut à droite de l'écran. Ici, il y a la 16 bits fast et la 32 bits fast, qui n'existe que sur l'Amiga 3000, donc à l'époque de cette machine. À l'époque au moins de ce logiciel. Voilà, et on a une clock qui fonctionne. Il y a des logiciels sur ce PC, mais j'ai pas encore regardé. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, je sais pas ce que c'est. Il y a SimCity, Civilization, Lionheart, il y a quelques jeux, mais je voudrais vous montrer autre chose pour terminer. J'ai branché un lecteur zip, donc je vais éteindre l'ordinateur pour le brancher, le lecteur zip, parce qu'il n'aime pas avoir le lecteur zip branché. Donc je l'éteins et je branche le zip. Maintenant le zip, j'ai préparé une disquette qui est une disquette Amiga. Et maintenant, si on le démarre avec la disquette dans le lecteur zip, eh bien j'ai fait une disquette comme un disque dur avec un RDB et je lui ai mis un loader de Kickstart 3.1 et ensuite j'ai installé un Workbench 3.1 dessus. Donc cette disquette est toute automatique et mon Amiga 2000 est en train de booter un Workbench 3.1 avec ma disquette zip. C'est pour ça que j'aime bien que dans les Amiga il y ait des interfaces SCSI, c'est super flexible pour avoir des outils comme ça. On va lancer Witch Amiga qui va nous dire un petit peu ce qu'il y a dans la machine. Voilà, c'est un Expanded Amiga 2000. Et un petit 6 info un peu plus actuel. Voilà, je vais terminer cette vidéo sur cet Amiga 2000 booté sur une disquette zip. Il est tout restauré, il est tout fonctionnel, je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec et puis pouvoir regarder la partie PC et mettre des choses dedans. Donc on reverra sans doute cette machine. J'espère que cette restauration d'Amiga 2000 vous aura bien intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.